Hébété, je ne réalisais presque pas mes gestes tandis que je descendais la petite échelle que j'avais récupérée dans le placard et que je retournais, les pieds traînants, vers le lit. Ce n'est que lorsque l'évidence me frappa de plein fouet que je m'affalai sur le lit, le regard fixé sur ce qui était exposé sous le couvercle du détecteur de fumée, ouvert et pendant. Assis là, tout le poids de la situation m'accabla. Comment et pourquoi cet objet particulier avait-il fini dans cette position, et qu'est-ce que cela pouvait signifier? Dans mon esprit, diverses implications tourbillonnaient, se mêlant à la suspicion rampante que Véronica, ma femme depuis 3 ans, me trompait. Bien que je ne puisse pas dire précisément quand cette suspicion avait pris racine, elle avait cru avec le temps. D'après mes recherches, elle présentait plusieurs signes classiques d'infidélité. Son récent changement de comportement, comme ses voyages d'affaires avec nuitée, un schéma tout à fait nouveau surtout pendant le week-end, ajoutait de l'huile sur le feu du malaise croissant que j'éprouvais. Après tout, qui programme un voyage d'affaires qui commence un vendredi après-midi? Au moins, ses précédents voyages de courte durée en milieu de semaine, qui ne duraient que 2 jours, n'avaient pas autant perturbé nos vies, même si, avec le recul, les soupçons avaient déjà commencé à pointer le bout de leur nez. Il y a un mois, à son retour d'un voyage, j'ai remarqué un changement significatif chez Rani où elle était devenue plus froide, plus distante émotionnellement et beaucoup moins affectueuse. Normalement, nous faisions toujours l'amour à mon retour d'un voyage, mais cette fois-ci, elle s'est excusée et a décliné. Les nuits suivantes, j'ai essayé de raviver l'intimité, mais elle m'a repoussé à plusieurs reprises. En tant que partenaire attentif, j'ai décidé de ne pas insister et j'espérais qu'elle surmonterait ce qu'elle traversait. Cependant, 1 mois plus tard, nous n'avions pas fait l'amour depuis la veille de son premier voyage, et les raisons devenaient de plus en plus claires pour moi. En regardant le détecteur de fumée suspendu au-dessus du lit dans la chambre de notre appartement, j'ai compris pourquoi un changement de comportement abrupt en avait entraîné d'autres, me poussant à tout scruter. Une fois les yeux ouverts, les signes pointant vers des problèmes potentiels ne manquaient pas. Par exemple, j'ai remarqué qu'elle m'observait quand elle pensait que j'étais occupé ailleurs, pour détourner rapidement le regard dès que je la regardais à mon tour. Était-ce de la paranoïa, ou son « je t'aime » habituel semblait-il de plus en plus forcé ces derniers temps? De plus, sa vie semblait subir de nombreux changements, une augmentation des soirées entre filles, un changement abrupt de mots de passe sur son ordinateur, des appels téléphoniques qu'elle prenait en s'éloignant pour parler hors de portée de mes oreilles, et des discussions avec sa meilleure amie Julie dans la cuisine qui cessaient brusquement dès que j'entrais dans la maison. Chacun de ces incidents renforçait ma paranoïa grandissante. Initialement réticent à accepter les soupçons qui obscurcissaient mon esprit, j'ai décidé d'agir. Je l'ai suivie à sa prochaine soirée entre filles, pour la trouver se comportant exactement comme elle le devait là où elle prétendait être. Dans un moment de vengeance mesquine, j'ai également modifié mon mot de passe de connexion. Si elle comptait garder des secrets, alors, bon sang, elle n'aurait plus libre accès à ma vie. Ses actions et son attitude m'affectaient profondément. Je ne pouvais pas garantir que je resterais calme à la maison, alors j'ai commencé à rester plus tard au bureau ou à sortir boire un verre avec des amis. Je détestais le fait qu'elle m'ait poussé à de telles extrémités. Par exemple, j'ai commencé à l'appeler au travail pendant l'heure du déjeuner, bien que je n'aimais pas la tendance qui se dessinait depuis plusieurs semaines. Avant, elle partait déjeuner pendant seulement une demi-heure, mais récemment, elle avait prolongé ses pauses à 1 heure ou plus presque tous les jours, assez de temps pour un déjeuner galant rapide, ou pire, une brève liaison. Malheureusement, une partie de mes fonctions consistait à surveiller l'accueil et les téléphones pendant les pauses déjeuner, ce qui m'empêchait de vérifier Rani à son lieu de travail. Bien que j'aurais pu prendre un jour de congé, quelque chose en moi craignait de découvrir la vérité. J'étais triste que nous n'ayons pas les moyens de payer un détective privé pour la suivre lors de son premier voyage d'affaires avec nuitée il y a 2 semaines. Je l'ai appelée à des moments aléatoires, et chaque fois, elle a répondu rapidement, sa voix calme et posée, jamais essoufflée. Pourtant, j'étais conscient de sa ruse. À quel point était ingénieux l'objet caché sous le couvercle du détecteur de fumée au-dessus du lit. Un simple coup d'œil m'a suffi pour réaliser instantanément qu'elle ne se contentait pas de me tromper, mais qu'elle faisait aussi tout son possible pour que je ne découvre pas son secret. Ce jour-là, tous mes doutes ont convergé. Espérant voir ma femme avant qu'elle ne parte pour le week-end retrouver son amant dans une tentative futile, je suppose, de lui rappeler mon affection, j'ai décidé de rentrer un peu plus tôt à la maison, en calculant mon arrivée pour qu'elle soit de retour du travail mais pas encore en route pour l'aéroport. Elle ne s'attendait visiblement pas à ma visite et est sortie de la chambre avec une expression indubitablement coupable. Je me suis assis sur le lit, la forçant à se replier dans la salle de bain pour terminer de se maquiller. Une fois seul,
j'ai inspecté minutieusement le placard et l'espace sous le lit. Rien. J'ai ensuite vérifié que son téléphone restait protégé par un mot de passe que je ne pouvais déchiffrer. Avec précaution, j'ai retiré suffisamment de vêtements de sa valise pour m'assurer qu'il n'y avait pas de lingerie suggestive ou de robe de cocktail dissimulée. Cette observation m'a interloqué dès mon entrée dans la maison. Il ne faisait aucun doute que quelque chose de secret se tramait dans cette pièce. Après cela, j'ai examiné le coffre de sa voiture à la recherche de bagages supplémentaires. Toujours rien. Cependant, c'était indéniablement une femme brillante. Au lieu d'apaiser mes appréhensions et de désarmer mes soupçons quant à une possible trahison de ma femme, soi-disant aimante, l'absence de preuves n'a fait qu'intensifier mes craintes. J'étais furieux qu'elle m'ait berné. J'ai élaboré une stratégie pour la prendre sur le fait, une approche qui correspondait à mes moyens. La semaine suivante, j'allais inventer un voyage d'affaires. Peut-être que Véronica saisirait l'occasion et inviterait son amant pendant mon absence. J'avais l'intention de dissimuler une caméra compacte à l'intérieur du détecteur de fumée au-dessus du lit pour enregistrer toute activité. Vu notre appartement d'une seule pièce, une seule caméra suffirait. Une fois mes soupçons confirmés, j'étais certain des démarches précises à suivre pour dissoudre cette mascarade de mariage sans m'exposer à une exploitation financière. Par conséquent, 3 heures après le départ de Véronica pour son deuxième voyage d'affaires avec nuitée, j'ai écarté le lit, placé notre ridicule petit escabeau de 3 marches sous le détecteur de fumée central et déclipsé le petit loquet sur le côté de l'appareil, permettant au couvercle de s'ouvrir et de pendre à sa charnière. À l'intérieur, il y avait une caméra identique à celle que je tenais dans ma main gauche. Une caméra qui transmettait des signaux à un transpondeur miniature, qui pouvait être dissimulé n'importe où. Le transpondeur, à son tour, relayait ces signaux soit à un ordinateur portable pour un visionnage en direct, soit à un ordinateur pour une lecture ultérieure. J'étais certain que ma femme préférait une combinaison des deux méthodes. Non seulement elle s'était lancée dans une liaison, mais elle avait également surveillé mes déplacements et mes actions, cherchant le moindre indice de suspicion de ma part. Je me suis levé et me suis dirigé vers le salon. Il y avait un autre détecteur de fumée, et comme prévu, une autre caméra. Pour vérifier mes soupçons au-delà du moindre doute, j'ai passé ma voiture au peigne fin. Il m'a fallu 15 minutes pour localiser un minuscule traceur GPS. Les mains posées sur le capot, le menton sur la poitrine, j'ai ressenti une vague de nausée à l'idée qu'à ce moment précis, ma femme puisse être dans une autre ville avec un inconnu. Où l'était-elle vraiment? Soudain, je me suis souvenu à quel point Véronica avait catégoriquement refusé mes offres de la conduire à l'aéroport. J'ai levé la tête, fixant le vide de la porte du garage, l'esprit en ébullition. Était-il possible qu'elle ne soit partie nulle part? Pourrait-elle être quelque part dans la ville en ce moment, dans l'intimité avec son amant? Non. La femme que je connaissais était assez intelligente pour insister pour qu'il utilise une protection. Les risques de contracter une MST et de me la transmettre étaient trop élevés. J'ai secoué la tête, réalisant que je perdais le fil, reportant le dialogue inévitable avec moi-même. Pourrais-je un jour pardonner à ma femme de m'avoir trahi avec un autre? Jamais. Voilà. La conversation avec moi-même était terminée. J'étais quelqu'un d'impulsif. L'idée d'attendre son retour dimanche soir pour la confronter en personne était intolérable. Je devais la retrouver et mettre fin à ça immédiatement. Véronica gérait toutes les finances de la famille. J'ai récupéré les relevés bancaires les plus récents dans le placard et les ai examinés pour le mois dernier. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive à une ligne en particulier. Un virement vers le numéro de compte XYZ pour la somme de $500 a attiré mon attention. Après m'être connecté à NetBank, j'ai fait correspondre le numéro de compte et ai consulté le carnet où ma femme conservait ses mots de passe codés. J'en ai découvert un que je ne connaissais pas et j'ai réussi à le décoder à la 3e tentative. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une carte de crédit dont je n'avais aucune connaissance. La dernière transaction avait eu lieu il y a moins de 3 heures dans un motel bon marché des environs, à seulement 10 minutes en voiture. Pour une raison que j'ignore, le fait qu'elle paie pour son rendez-vous avec son amant m'a rempli de colère. Comprendre qu'elle détournait essentiellement nos fonds pour financer sa liaison a allumé un brasier en moi. Une enquête plus approfondie a révélé un autre débit du même motel, coïncidant avec son premier prétendu voyage hors de la ville. C'était probablement lié à son achat de matériel de surveillance. Il est intéressant de noter qu'elle l'avait acheté dans le même magasin où j'avais acheté le mien. Un examen rapide du relevé a indiqué qu'elle avait fait l'achat 3 jours seulement après mon retour de mon dernier voyage. Il était donc probable qu'elle ait rencontré son amant pendant mon absence.
C'était logique. J'ai réalisé que si je la confrontais dans mon état d'esprit actuel, je risquais de commettre un acte grave. Alors, je me suis assis, me stabilisant avec quelques respirations profondes. Il était temps d'échafauder une stratégie. Véronica s'était-elle rendue compte que j'avais découvert ses caméras cachées? Utilisait-elle un ordinateur portable pour visionner des images en direct tout en étant allongée là avec son amant? Cela me semblait improbable. Je n'arrivais pas à l'imaginer aussi cruelle. Après tout, j'avais compris qu'une des raisons pour lesquelles elle s'était donné tant de mal pour dissimuler sa liaison était d'éviter de me faire souffrir. Ça devait être ça. Autrement, ce n'était pas la personne aimante que je croyais qu'elle était. Il était plus plausible qu'elle enregistre les images des caméras. De retour à ma voiture, j'ai récupéré les données du traceur GPS et, après une rapide recherche en ligne, j'ai appris qu'il possédait une fonction logicielle capable d'envoyer un signal à un téléphone portable lorsque l'appareil était en mouvement. Ainsi, elle n'avait pas besoin de peser sur la conscience de son amant, ni sur la sienne, en gardant un flux en direct sur son écran. Il lui suffisait d'attendre le signal d'alerte. La sournoiserie de tout cela m'exaspérait. Cette ligne de pensée m'a ramené à considérer ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire pour qu'elle me reste fidèle. Les suspects habituels des pensées qui traversent probablement l'esprit de tous ceux qui se trouvent dans ma situation m'ont envahi l'esprit. Étais-je inadéquat? Étais-je insatisfaisant au lit? Je ne le pensais pas. Jusqu'à ce qu'elle me rejette, je croyais qu'elle appréciait sincèrement mes efforts. Peut-être que je me trompais. Peut-être que j'étais terrible au lit et qu'elle avait juste fait semblant tout le temps. Mon Dieu, je remettais en question ma propre virilité. De telles pensées ne faisaient que me mettre plus en colère, pas me calmer. Alors, j'ai recentré mon attention sur des scénarios potentiels. Que faisait-elle exactement en ce moment? Et si je me trompais? Que ferait-elle si elle m'avait déjà vu découvrir sa caméra, éjecter son complice de leur cachette, accélérer son plan pour me quitter, me dépouiller et s'enfuir avec lui au soleil couchant? Ou était-elle simplement assise là, à élaborer une explication pour justifier son besoin de me surveiller? En supposant qu'elle regardait les caméras, soupçonnait-elle que je savais où elle était? En jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai évalué la vue étendue du salon. J'ai supposé qu'elle pouvait me voir assis sur le canapé, mais qu'elle ne pouvait probablement pas me voir fouiller dans le classeur ou travailler au bureau dans le coin. Elle aurait remarqué une activité frénétique, mais ne saurait pas à quoi elle se rapportait. Poussé par un motif quelque peu vindicatif, avec l'intention de perturber leur plan, ou les siens, j'ai décidé de la confronter maintenant, que ce soit motivé par la colère ou non. En vérité, je n'en étais pas sûr. Me fiant à l'hypothèse qu'il n'y avait pas de caméra dans la cuisine, j'y suis entré et je suis sorti de la maison par la porte de la cuisine. Ouvrant en grand la porte latérale du garage, j'ai récupéré le traceur et l'ai placé sur l'étagère à côté de la voiture, pensant qu'il n'était pas assez précis pour enregistrer un changement aussi minime. Roulant vers le modeste motel à la périphérie de la ville, j'ai arrêté le véhicule un peu plus loin. M'aventurant dans la pénombre, j'ai localisé sa voiture cachée derrière le bâtiment principal, à l'abri de la vue de l'autoroute. Seuls 4 véhicules occupaient le parking, aucun situé à moins de 5 places du sien. De plus, la chambre alignée directement avec sa voiture était la seule éclairée. Surveillant furtivement les environs à la recherche d'observateurs avant de me glisser sur la pointe des pieds vers la fenêtre, j'ai vérifié s'il existait une ouverture donnant sur la chambre. Malheureusement, aucune ne s'est révélée. Raffermissant ma détermination pour ce que je pourrais découvrir, j'ai levé la main, l'ai serrée en un point et me suis préparé à frapper. Juste avant que mes jointures n'effleurent le bois, des phares se sont matérialisés, contournant le virage. Présumant que c'était peut-être son amant, je me suis retiré de la porte, feignant de chercher ma chambre. Un véhicule minuscule, orné du logo d'une pizzeria locale, s'est garé à côté de la voiture de mon épouse. J'en ai conclu, sans trop y penser, qu'elle s'offrait un dîner tardif, mais je me suis rappelé que les vendredis soirs, dans ce coin, les livraisons de pizza pouvaient prendre jusqu'à 3 heures. Un adolescent est sorti de la voiture, a récupéré une boîte à pizza et une bouteille de soda sur la banquette arrière, puis a frappé. Véronica a répondu, vêtue exactement comme lorsqu'elle a quitté notre domicile. Elle a tendu de l'argent et a accepté les articles, tandis que, de mon point d'observation dissimulé, j'ai observé le livreur retourner à son véhicule. Ma femme a laissé la porte entr'ouverte, portant la pizza dans une main et la boisson dans l'autre, et les a déposées à côté du lit. Les mains libres, elle a reporté son attention sur la porte pour la fermer à clé. Elle a poussé une inspiration brusque en m'apercevant dans l'embrasure de la porte.
Ensuite, son regard s'est posé sur le lit. Embarrassé par les traces évidentes de ses larmes, j'ai permis à mes yeux de scruter le reste de la chambre. Le lit semblait défait, mais seulement comme on pourrait l'être après que quelqu'un s'est allongé sur le dessus du couvre-lit. Son ordinateur portable était ouvert sur la table de chevet. Son écran était divisé en deux, affichant notre salon d'un côté et notre chambre de l'autre. Dans un silence de cathédrale, j'avançais dans la pièce et me risquais dans la salle de bain, m'assurant qu'elle était vide. Ses effets de toilette, et uniquement les siens, encombraient le lavabo. Revenant dans la pièce principale, j'examinais le placard de fond en comble. Vide. Alors, je m'accroupis, inspectant le dessous du lit. Rien. Cette exploration exhaustive confirmait que tous les recoins potentiels de cette minuscule chambre de motel étaient déserts. M'affalant sur la chaise de bureau rigide sous la petite table, je compris que j'avais vu juste. Elle m'avait vu accéder à ses caméras, avait ordonné à son amant de partir et avait pleuré en réalisant que ses manigances étaient déjouées. Forcément, c'était de bon augure, n'est-ce pas? Certainement, cela indiquait qu'elle regrettait ses transgressions envers moi. Envers nous. Je restais assis, observant à nouveau ses larmes ruisseler. Ces remords provenaient-ils de la conscience de la douleur que ces actes m'infligeaient? Endurcissant mon cœur, je reconnaissais l'insignifiance de l'origine de ces larmes. Nous étions irrémédiablement brisés. Fixant mon regard sur elle, je demandais simplement « Où est-il » Pour moi, cette question n'avait qu'une seule raison d'être. Je cherchais à comprendre pourquoi elle s'était sentie autorisée à me tromper et à organiser des rendez-vous clandestins avec un autre. Sa réponse me laissa perplexe. Progressivement, je compris qu'elle répondait à une question différente, une question que je n'avais pas posée. Pourquoi m'avait-elle surveillé? Je suis sincèrement désolé, John. La nécessité m'y a contrainte. Mais de quoi parles-tu? Véronica? Quand tu es revenu de ce voyage il y a un mois, un changement était évident, tu étais plus réservé, plus distant. Comme si un problème te pesait. Je pensais que tu m'avais trompé pendant ton voyage. Puis tu as commencé à travailler tard et soi-disant à sortir avec des amis. Quand j'ai remarqué que tu avais modifié le mot de passe de ton ordinateur, j'en ai été persuadé. Je reconnais avoir changé le mot de passe. Avant cela, je ne voulais absolument pas que tu découvres mes recherches sur les signes révélateurs de l'infidélité d'un mari. J'ai effacé l'historique de recherche. Tu connais sûrement plus que moi en informatique. Je n'étais pas sûr que tu puisses toujours accéder à ce que j'avais consulté quand tu es revenu. Je ne pouvais tout simplement pas envisager d'avoir des relations intimes avec toi en imaginant que tu avais été avec quelqu'un d'autre. Plus tard, j'ai décidé d'utiliser le sexe comme un moyen de tester la situation. Si tu ne l'obtenais pas de moi, alors tu devais sûrement le trouver ailleurs. Tu n'as demandé que quelques fois avant d'arrêter complètement. Nous n'étions jamais restés aussi longtemps sans ça. Puis, tu as commencé à m'appeler 3 ou 4 fois pendant ma pause déjeuner. Pour être sûr que j'étais bien présente et que je ne te surveillais pas, afin que tu puisses retrouver ton soi-disant amant en toute tranquillité. Le registre des appels de mon téléphone professionnel, tous des appels manqués. J'ai commencé à prendre des pauses déjeuner plus longues et à m'assurer que ta voiture était toujours au bureau. Julie m'a conseillé tout au long de cette épreuve. Une fois, tu as failli nous surprendre en train de parler dans la cuisine, tu te souviens? D'ailleurs, elle pense que je suis juste trop méfiante. Ce qui me hante, c'est de ne pas savoir avec certitude. Ce soir, quand tu es rentré plus tôt et que tu as failli me surprendre en train de remplacer la pile de la caméra dans la chambre, j'ai cru m'effondrer sous le stress. J'étais persuadé que tu me trompais, mais j'avais besoin de preuves irréfutables. J'ai acheté les caméras de surveillance et le traceur GPS pour acquérir ces preuves et apaiser mes doutes. Pourtant, je ne suis toujours pas sûr. Je sais que tu étais simplement assis seul à la maison quand je suis parti en voyage la première fois. Mais j'ai supposé que c'était seulement parce que c'était en semaine. J'avais l'intention de partir en week-end pour te laisser plus de temps. S'il te plaît. Que tu aies une liaison ou non, pourrais-tu simplement me le dire? L'incertitude me détruit. J'observais son expression angoissée et bouleversée, mes pensées en plein chaos tandis que je considérais sa souffrance. Ma perception de moi-même comme un homme droit m'avait complètement trompé en me faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule explication aux preuves que j'avais rassemblées. L'idée que ces mêmes preuves pouvaient découler du fait que ma femme pensait que je la trahissais ne m'avait même pas effleuré l'esprit. L'angoisse visible sur son visage parlait plus fort que n'importe quel mot, me convainquant qu'elle disait la vérité.
J'avais été tellement anéanti par l'idée qu'elle puisse être infidèle que j'avais négligé tous les signes indiquant qu'elle me croyait impliqué dans quelque chose de louche avec elle. Mon esprit fut soudain submergé de compassion pour elle. Je me rappelais la crainte et le doute que j'avais endurés en l'imaginant avec un autre homme. Elle avait subi le même supplice. Assez pour échafauder un scénario où je pouvais potentiellement rencontrer mon soi-disant amant, résolvant ainsi ses doutes. Je compris que les regards que j'avais interprétés comme de la culpabilité étaient, en réalité, de silencieuses évaluations. De mon intégrité, son détachement émotionnel étant une conséquence de la douleur qu'elle éprouvait face à ce qu'elle considérait comme ma trahison. Pas étonnant qu'il n'y ait pas eu une seule affirmation verbale sincère de son amour au cours du dernier mois. Comment pouvait-elle articuler des mots d'amour à quelqu'un qu'elle soupçonnait d'avoir trahi sa confiance? J'ai réalisé que je n'avais pratiquement pas compris l'angoisse qu'elle avait endurée pendant un mois entier. Soudain, une pensée troublante a émergé. Tu crois que Dave et Allison ont ressenti la même chose? Quoi? Quel est le rapport entre Dave et Allison? Tu penses que ton ex-mari et mon ex-femme ont éprouvé la même douleur, la même peur et les mêmes doutes que nous? Quand elle nous a découverts au lit et qu'elle le lui a dit, il n'est pas étonnant qu'aucun d'eux n'ait jamais envisagé le pardon. Ils étaient trop dévastés. En voyant la nouvelle vague d'horreur sur le visage de Véronica, j'ai mesuré tout l'impact de la profondeur de la blessure que nous avions infligée à nos anciens partenaires, aux personnes que nous prétendions aimer. Ses jambes l'ont lâchée, et elle s'est laissée retomber sur le lit. Épilogue. 2 semaines plus tard, nous avons commencé à discuter des moyens de nous séparer avec un minimum de complications. Étant donné la facilité avec laquelle elle présumait que j'étais capable de tromper et moi, de la tromper, il était évident que nous nourrissions tous les deux des problèmes de confiance importants. Elle était une menteuse, tout comme moi. Dans une relation fondée sur la duplicité, aucune fioriture ne pouvait masquer la réalité, notre relation était vouée à l'échec dès le départ. Beaucoup de gens ont tendance à évaluer les autres selon leurs propres critères, ce qui conduit souvent à la présomption de mauvaises intentions et à une conscience du potentiel de trahison chez les autres. Nous nous sommes séparés à l'amiable et, à l'occasion, nous avons même satisfait les besoins intimes de l'autre. Des années plus tard, alors que Véronica approchait de la fin de sa période de fertilité, elle m'a contacté, me demandant si, étant donné son incapacité à trouver un nouveau partenaire, je pourrais envisager de devenir le père de son enfant, sans aucun engagement légal requis. J'ai trouvé la proposition trop particulière et j'ai poliment refusé. À partir de ce moment, je ne me suis plus senti suffisamment en sécurité pour avoir des relations sexuelles non protégées avec elle. Avec le temps, nous nous sommes progressivement éloignés. La dernière fois que j'ai entendu parler de Véronica, elle était toujours célibataire, tout comme moi. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de profiter de la compagnie physique de l'autre pendant notre temps ensemble, alors que nous étions tous les deux encore mariés à d'autres. Aujourd'hui, cependant, nous en subissons indéniablement les conséquences. Et sur ce, la leçon est terminée.